Donald O'Connor parle de ses véritables sentiments envers Debbie Reynolds. Donald O'Connor, de son vrai nom Donald David Dixon Ronald, est né le 28 août 1925 à Chicago, dans l'Illinois, au sein d'une famille de vaudevillistes. O'Connor semblait destiné à une carrière dans le monde du spectacle. Ses parents étaient des vaudevillistes qui voyageaient constamment avec leurs numéros. Et le jeune Donald a été immergé dans le monde du spectacle dès les premières étapes de sa vie. La tragédie a frappé son enfance lorsque plusieurs de ses frères et sœurs sont morts jeunes. Mais malgré les difficultés personnelles, il a commencé à développer une résilience et une énergie presque illimitée qui allait devenir sa signature à l'écran. La carrière cinématographique d'O'Connor a commencé alors qu'il était encore enfant. À l'âge de 11 ans, il est apparu dans son premier film, et dans les années 1930 et 1940, il a rapidement été reconnu comme l'un des acteurs les plus fiables d'Universal Studios. Il a fait une impression durable en tant qu'acolyte juvénile dans des films aux côtés de stars comme Bing Crosby et Peggy Ryan. Pendant son adolescence, il a souvent été choisi pour des comédies musicales légères où son charme naturel et son style de danse rapide ont captivé le public. Son physique de jeune homme et sa personnalité décontractée l'ont aidé à passer d'enfant acteur à acteur principal d'une manière que très peu d'autres ont pu réaliser. L'une de ses premières réussites a été son rôle dans une série de comédies musicales aux côtés de Gloria Jean et Peggy Ryan, où son énergie vive et son sens du timing comique ont contribué à l'établir comme une star fiable dans le système des studios. Cependant, c'est dans les années 1950 que Donald O'Connor a atteint le sommet de sa carrière. Sa performance dans Chantons sous la pluie, en 1952, aux côtés de John Kelly et Debbie Reynolds, reste l'un des plus grands moments de l'âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes. Dans ce film phare, O'Connor a mis en valeur sa comédie physique inégalée et son génie de la danse dans le numéro désormais légendaire Make Him Laugh. La routine, qui combinait la comédie burlesque avec un athlétisme extraordinaire, exigeait tellement d'énergie qu'il aurait dû rester au lit pendant des jours pour se remettre. Pourtant, elle est devenue l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, cimentant la réputation d'O'Connor en tant que maître du spectacle. En plus de son travail musical, O'Connor a fait preuve de polyvalence en tant qu'acteur dramatique et comique. Il a joué dans la série de films bien aimés Francis the Talking Mule, où il incarnait le sympathique soldat Peter Sterling aux côtés de la mule comiquement sarcastique. Bien qu'O'Connor ait admis plus tard qu'il avait des sentiments mitigés quant au fait d'être si fortement associé au film de la mule, ils étaient extrêmement populaires auprès du public et ont contribué à son statut de nom familier. Sa capacité à passer sans transition de la comédie burlesque à des numéros musicaux tendres l'a fait sortir du lot parmi ses contemporains. Au-delà du cinéma, Donald O'Connor a également eu une présence réussie à la télévision et sur scène. Il a été la tête d'affiche de son propre spectacle de variété, The Donald O'Connor Show, dans les années 1950 et a fait d'innombrables apparitions dans des émissions allant des talk-shows aux spéciaux humoristiques. Il s'est produit à Las Vegas, dans des productions de Broadway et sur des scènes internationales, prouvant que son attrait ne se limitait pas au grand écran. Son travail lui a valu des récompenses, dont un Primetime Emmy Award en 1954 pour le meilleur acteur d'une série régulière. Il a même animé les Oscars en 1954, démontrant davantage sa polyvalence et son charisme. Même si l'ère des comédies musicales classiques s'est estompée, l'héritage d'O'Connor a continué de briller. Il a gagné une nouvelle génération de fans grâce à des apparitions à la télévision et à des rôles occasionnels au cinéma, notamment dans En mer en 1997 aux côtés de Jack Lemmon et Walter Matthau, démontrant que son sens du timing comique et sa sympathie ne se sont jamais estompés. Ses contributions ont été reconnues par de nombreux prix pour l'ensemble de sa carrière, et il était souvent invité à partager ses souvenirs de l'âge d'or d'Hollywood dans des interviews et des rétrospectives. Au fil des ans, O'Connor a continué d'être célébré pour ses contributions remarquables aux arts. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont un Emmy Award pour avoir animé le Colgate Comedy Hour. Et en 2003, juste un an avant son décès,
Il a été honoré par un prix pour l'ensemble de sa carrière décerné par l'American Film Institute. Ces dernières années ont été marquées par la réflexion et la gratitude, car il reconnaissait la joie qu'il avait trouvée à apporter le rire et la musique dans la vie d'innombrables personnes dans le monde entier. La vie personnelle de Donald O'Connor a été aussi mouvementée et complexe que sa carrière dans le divertissement, et une grande partie de celle-ci a été centrée sur ses deux mariages et la famille qu'il a construite au fil des ans. Il a été marié 2 fois et est devenu le père de 4 enfants, chacun représentant un chapitre important de son parcours en dehors des lumières vives d'Hollywood. Son premier mariage a eu lieu en 1944, alors qu'il n'avait que 18 ans, à une époque où sa carrière d'artiste n'en était qu'à ses débuts, mais montrait déjà des signes très prometteurs. Il a épousé Gwendolyn Carter, qui avait 2 ans de plus que lui, à l'âge de 20 ans. La décision du couple de se marier à Tijuana, au Mexique, est emblématique des choix impulsifs et romantiques que font souvent les jeunes couples, en particulier dans l'atmosphère de forte pression de l'industrie du divertissement. Malgré leur jeunesse, le mariage était un engagement sérieux, et bientôt ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, une fille nommée Donna. Pour O'Connor, devenir père à un si jeune âge a apporté à la fois joie et responsabilité, et cela a s'ajouté une nouvelle dimension à sa vie déjà remplie par les exigences d'une carrière ascendante dans le monde du spectacle. Cependant, comme de nombreux mariages hollywoodiens de l'époque, les pressions du travail constant, les longues absences et les défis des différences personnelles ont fini par créer des tensions. Après une décennie passée ensemble, O'Connor et Carter ont divorcé en 1954, marquant la fin de son premier mariage, mais laissant derrière eux le lien durable de leur fille, Donna. 2 ans après son divorce, O'Connor a retrouvé l'amour. Le 11 octobre 1956, il a épousé l'actrice Gloria Noble, qui allait devenir sa compagne et partenaire de vie. Leur mariage s'est avéré très durable, puisqu'il a duré près d'un demi-siècle jusqu'au décès d'O'Connor en 2003. Avec Gloria, O'Connor a agrandi sa famille et, ensemble, ils ont élevé 3 autres enfants, Alice, Fred et Kevin. La famille a finalement emménagé à Thousand Oaks, en Californie, où elle a construit un environnement familial stable et aimant, loin des projecteurs constants. Contrairement à son premier mariage de courte durée, l'union d'O'Connorunk avec Gloria a été marquée par la stabilité, la dévotion mutuelle et une longévité remarquable de 47 ans. Leur mariage a résisté au haut et au bas de sa carrière, à ses problèmes de santé et à l'évolution du paysage hollywoodien, ce qui en fait l'une des relations les plus stables du monde du divertissement. Gloria a soutenu O'Connor pendant ses succès et ses moments plus difficiles, lui offrant le type d'ancrage et de soutien que de nombreux artistes avaient du mal à trouver. Lorsque Donald O'Connor évoquait sa longue carrière à Hollywood, remplie de performances éblouissantes dans des films, à la télévision et sur scène, l'un des noms qui revenait toujours avec chaleur et admiration était celui de Debbie Reynolds. Les deux avaient travaillé ensemble pendant l'une des périodes dorées des comédies musicales de la MGM, et O'Connor n'a jamais hésité à exprimer à quel point il la respectait et la chérissait, tant en tant qu'artiste qu'en tant que personne. Dans des interviews tout au long de sa vie, il parlait souvent ouvertement de Reynolds, offrant un aperçu des qualités qui la faisaient sortir du lot dans une industrie pleine de talent. Ces mots révélaient plus qu'une admiration professionnelle. Ils capturaient la sincère affection et la camaraderie qui s'était développée entre deux personnes qui partageaient les feux de la rampe pendant une époque légendaire. C'était l'une des femmes les plus travailleuses que j'ai jamais rencontrées, a déclaré un jour O'Connor, en évoquant les innombrables heures que Reynolds passait à répéter et à peaufiner son art. Au moment de Chantons sous la pluie, Debbie était encore assez jeune et relativement nouvelle dans le monde rigoureux des comédies musicales à gros budget. Pourtant, O'Connor s'émerveillait de sa persévérance. Elle n'avait aucune expérience de la danse quand elle a commencé, a-t-il expliqué, mais elle s'est épuisée à la tâche pour suivre le rythme de Gene et de moi. Je la respectais tellement pour ça. Ces remarques, prononcées avec à la fois admiration et empathie,
soulignait l'effort presque surhumain que Reynolds a déployé dans un film qui allait devenir un chef-d'œuvre cinématographique. O'Connor a reconnu que sa détermination lui avait non seulement valu une place aux côtés de deux artistes chevronnés, mais avait également contribué à la définir comme l'une des grandes icônes de l'écran de l'époque. Au-delà de son endurance professionnelle, O'Connor parlait avec chaleur de la personnalité de Reynolds. Debbie était tout simplement charmante, se souvient-il avec un sourire. Elle était drôle, elle était charmante, et elle pouvait illuminer une pièce. Les gens l'adoraient et j'étais l'un d'eux. Ses souvenirs brossaient. Le portrait d'une femme qui, malgré les pressions d'Hollywood et les exigences épuisantes de ses rôles, n'a jamais perdu l'étincelle d'humour et de chaleur qui la faisait aimer du public. Pour O'Connor, elle n'était pas seulement une co-star qui assurait une performance. Elle était une amie qui apportait le rire et la camaraderie sur le plateau, contribuant à apaiser l'intensité des longs calendriers de tournage. O'Connor soulignait souvent que Reynolds possédait une résilience qui l'impressionnait profondément. Elle a traversé tellement de choses dans sa vie personnelle, a-t-il dit un jour, et pourtant elle a toujours réussi à sourire, à rire et à aller de l'avant. Il faut une vraie force pour ça. Ses commentaires reflétaient sa reconnaissance des défis auxquels elle était confrontée derrière la façade glamour d'Hollywood. Ses contrats de studio exigeants aux peines de cœur personnelles, O'Connor admirait que Reynolds n'ait jamais laissé ses difficultés briser son esprit. Au lieu de cela, elle a canalisé son énergie dans son travail et a continué à apporter de la joie au public du monde entier. L'affection qu'O'Connor ressentait pour Reynolds n'était pas seulement professionnelle, mais aussi profondément personnelle. Debbie était comme une famille pour moi, a-t-il admis. Nous partagions un lien que seules les personnes qui ont traversé les tranchées du monde du spectacle peuvent vraiment comprendre. Ces mots laissaient entrevoir la parenté unique qui se forme entre les co-stars qui vivent ensemble les hauts et les bas d'Hollywood. Pour O'Connor, Reynolds n'était pas simplement une collègue, mais quelqu'un qui s'était tenu à ses côtés pendant les moments déterminants de sa carrière. Quelqu'un dont la compagnie et le dévouement avaient laissé une impression durable sur son cœur. Même plus tard, longtemps après que les projecteurs des comédies musicales classiques se soient éteints, les remarques d'O'Connor sur Reynolds étaient empreintes d'une tendresse indéniable. Elle était unique en son genre, a-t-il déclaré dans l'une de ses dernières interviews. Il n'y aura jamais une autre Debbie Reynolds. Pour O'Connor, qui avait dansé, ri et partagé d'innombrables heures de travail avec elle, Reynolds représentait le meilleur de ce qu'Hollywood avait à offrir. Le talent fusionné à l'humanité, le glamour mêlé à la détermination et la célébrité ancrée dans l'authenticité. Ces mots servaient non seulement de témoignage personnel, mais aussi d'hommage sincère à une femme qui était devenue un symbole de résilience et de charme dans le monde du divertissement américain. À travers les réflexions de Donald O'Connor, on en vient à voir Debbie Reynolds non seulement comme la star lumineuse immortalisée à l'écran, mais comme la femme qu'elle était dans les coulisses, travailleuse, résiliente, gentille et aimée. Son admiration a illuminé l'essence de leur amitié, rappelant au public que derrière les paillettes et les numéros chorégraphiés se trouvaient de vraies personnes qui se souciaient les unes des autres. En partageant ses vrais sentiments, O'Connor a laissé un héritage non seulement de son propre éclat, mais aussi du respect et de l'amour qu'il ressentait pour l'une des plus brillantes lumières d'Hollywood. Les dernières années de Donald O'Connor ont été marquées par un certain nombre de problèmes de santé graves qui reflétaient à la fois le tribut physique de sa longue et pénible carrière dans le monde du spectacle et l'usure inévitable du vieillissement. En 1990, après avoir joué pendant des décennies dans des rôles physiquement exigeants, dont beaucoup l'obligeaient à danser, à sauter, à faire des culbutes et à maintenir un niveau d'énergie que peu d'artistes pouvaient soutenir, O'Connor a subi une intervention médicale majeure, un quadruple pontage coronarien. Cette intervention n'était pas mineure, mais une opération de sauvetage destinée à rétablir une circulation sanguine correcte vers son cœur. Pour quelqu'un qui avait passé une grande partie de sa vie professionnelle à être célébré pour sa vitalité sans bornes et son endurance apparemment illimitée, la nécessité d'une procédure aussi sérieuse était un rappel à la sobriété de sa mortalité. L'opération elle-même a été un processus ardu qui comportait des risques inhérents, mais la résilience et la détermination d'O'Connor
à continuer à vivre pour sa famille et ses fans, lui ont permis de s'en sortir et de se rétablir. Sa survie réussie à l'opération a témoigné de sa forte volonté, mais elle a également marqué le début d'une période plus fragile de sa vie, au cours de laquelle la santé deviendrait un défi central et récurrent. Près de 10 ans plus tard, en janvier 1999, O'Connor a de nouveau été confronté à une crise médicale potentiellement mortelle lorsqu'il a contracté une pneumonie pleurale, une forme de pneumonie particulièrement grave et dangereuse dans laquelle l'infection et l'inflammation affectent la paroi des poumons et la cavité thoracique. Pour un homme de 70 ans ayant des antécédents de problèmes cardiaques, cette maladie était extrêmement dangereuse et il y a eu des moments où il semblait qu'il n'y survivrait pas. L'expérience a été pénible non seulement pour O'Connor lui-même, qui s'était toujours enorgueilli de sa capacité à rebondir après l'adversité, mais aussi pour sa famille, ses amis et ses admirateurs qu'il avait vu se battre si courageusement auparavant. Les rapports embrasseurs de l'époque indiquaient qu'il avait failli mourir de la maladie et que son rétablissement avait nécessité d'énormes soins médicaux, de la patience et une force intérieure. Que O'Connor ait survécu à cette épreuve en dit long sur son endurance et son refus de céder au désespoir, même face à des obstacles redoutables. Sa lutte contre la pneumonie est devenue un autre chapitre de la longue saga de sa vie remarquable. Un homme qui avait vécu les rigueurs du vaudeville, l'âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes et les exigences physiques des performances constantes, luttant maintenant contre les maladies avec le même courage qu'il l'avait autrefois porté à travers l'écran dans des chansons et des numéros de danse inoubliables. Finalement, cependant, les problèmes de santé de Donald O'Connor l'ont rattrapé. Le 27 septembre 2003, à l'âge de 78 ans, il est décédé des suites d'une insuffisance cardiaque. La nouvelle de sa mort a attristé des générations de fans qui avaient grandi en regardant ses performances éblouissantes dans des films tels que Chantons sous la pluie, où son sens du timing comique inégalé et sa danse athlétique lui avaient assuré une place permanente dans l'histoire du cinéma. Son décès est survenu à la Motion Picture and Television Country House and Hospital de Woodland Hills, en Californie, un établissement dédié aux soins des membres de l'industrie du divertissement dans leurs dernières années. L'endroit où il a passé ses derniers jours était approprié d'une certaine manière. C'était un endroit construit pour ceux qui avaient fait consacrer leur vie à l'art de la performance, un sanctuaire où les hommes et les femmes qui avaient diverti des millions de personnes pouvaient trouver la paix, le confort et la dignité à la fin de leur voyage. Pour O'Connor, qui faisait partie d'Hollywood depuis son enfance, la maison et l'hôpital de campagne du cinéma et de la télévision symbolisaient une sorte de boucle bouclée. Il avait commencé comme jeune artiste dans les studios et sur les scènes des années 1930 et a terminé sa vie remarquable au sein même de la communauté qui avait défini son identité.